Salut, c'est David Amsalem, cofondateur de Florida Invest et bienvenue dans la saison 2 du débrief. Dans ce premier épisode, je reviens avec Eric sur la conjoncture économique en Floride et l'augmentation significative des prix de l'immobilier ces derniers mois, ainsi que sur l'état du marché locatif dans un contexte inflationniste. Nous prenons aussi comme exemple concret l'immeuble de Pompano Beach appartenant à notre foncière FI Capital 19 qui a pu atteindre ses objectifs en un temps record. C'est parti. Salut Eric, comment vas-tu? Salut David, écoute, ça va plutôt pas mal, je te remercie. Alors comme tu le sais, la rentrée démarre sur les chapeaux de roue en Floride avec un marché immobilier de plus en plus dynamique et parfois même fou. Ce qu'on peut faire, si tu le veux bien, c'est de mettre à jour les investisseurs et les gens qui nous écoutent via ce podcast sur l'état du marché immobilier en Floride, à la fois au niveau des valeurs et des loyers, mais surtout ton ressenti sur le terrain, puisque tu es confronté via la gestion et via notre prospection en termes d'acquisition à ce marché au quotidien. Donc est-ce que tu peux d'abord nous mettre à jour? Écoute, moi qui suis sur le terrain tous les jours, puisqu'évidemment j'analyse des biens, et tu le sais bien pour nos foncières régulièrement, l'évolution est incroyable. Et là, on a une sorte de réaction en chaîne qui se met en place avec tout un système qui fait monter les loyers, qui valorise les assets. C'est un marché qui est très particulier et dans lequel je pense qu'il faudrait être très prudent, pas forcément acheter à n'importe quel prix, n'importe quoi, parce que les prix montent. Ce que je vois effectivement, c'est qu'il y a un véritable déséquilibre entre l'offre et la demande. Très peu de vendeurs, beaucoup d'acheteurs. Et puis finalement, il y a aussi l'industrie de la construction qui a mis un petit peu le frein parce que il y a une grosse inflation, notamment sur les matériaux de construction et sur le coût du travail dans ce secteur-là. Donc effectivement, aujourd'hui, les produits de qualité sont très très durs à trouver et la majorité des produits en vente sont trop chers. Absolument. Alors, on a deux catégories de vendeurs. Des vendeurs qui restent assis sur leur prix, qui n'est pas le prix de marché, qui est très au-dessus du prix de marché, souvent 30%, 35% au-dessus du prix du marché, puisque effectivement, en voyant les prix s'envoler, ils essayent de profiter de cette montée fulgurante. Donc, on a des prix très au-dessus de leur vraie valeur. Et ça, c'est le premier souci, où on a des produits de très mauvaise qualité, des produits qui sont mal gérés et mal entretenus et au-dessus de leur valeur sur un marché compliqué aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer du coup comment toi, tu abordes cette conjoncture dans tes opérations, dans tes recherches et dans ton approche à ton quotidien finalement? D'abord, je pense qu'il faut être prudent, parce que moi j'ai vécu pas mal de crises, et j'ai évidemment pratiqué l'immobilier en France, et même si c'est complètement différent, souvent les fondamentaux sont équivalents, et en France j'ai vécu par exemple la première guerre du Golfe, où il y a une très grosse crise immobilière à l'époque, et je me souviens que la majorité des marchands de biens qui continuaient chaque année à anticiper la hausse, parce que c'était difficile d'acheter, comme c'est sur ce marché aujourd'hui, ce sont ceux qui ont le plus payé à la sortie quand la crise est arrivée. Donc d'abord, il faut être prudent. Il ne faut pas acheter à n'importe quel prix parce que les prix montent. Il ne faut pas acheter au prix à la valeur de demain en se disant « c'est pas grave, demain ça vaudra plus cher ». Donc d'abord, c'est la prudence, c'est la première des choses. Alors je te le confirme, être dans l'anticipation de la hausse, c'est totalement contraire à nos principes d'investissement. Voilà, bon, je crois que la prudence est très importante parce que si on achète aujourd'hui au plus haut du marché, on sait que si demain il y a une correction, et c'est possible que la correction ait lieu, par exemple, ne serait-ce qu'avec une intervention de la Fed qui monterait les taux d'intérêt et qui corrigerait automatiquement un minimum ce marché, on serait handicapé. Et même si on a une visibilité sur 5 ans, des fois 7 ans, il faut être toujours prudent. Ce qu'on évite de faire quand on fait une acquisition de multifamily, ce qu'on évite surtout de faire, c'est acheter un produit dans lequel les loyers sont au maximum du prix du marché. 1 850 $ pour un 2 chambres dans une multifamily à Hallandale, par exemple, c'est pas un prix normal, c'est trop payé. Si demain il y a une correction, si le loyer retombe à 1 600 $ ou à 1 500 $ parce que la correction a eu lieu, on va se retrouver avec une dévalorisation, donc un effet inversé à ce que l'on veut. Donc la première des choses que l'on fait aussi, c'est d'éviter d'acheter quand un produit est loué au maximum du prix du marché. Donc ça, c'est notre deuxième critère. On n'achète pas en anticipant la hausse et on n'achète pas quand tout est au maximum du prix du marché. Le cash flow,
c'est le coussin de sécurité dans des marchés où justement il y a de l'incertitude. Aujourd'hui, je pense que même si toutes les classes d'actifs montent et qu'il y a beaucoup de liquidités dans le marché, on peut pas dire qu'il n'y a pas d'incertitude. On est quand même dans une période Covid sans précédent. On ne sait pas de quoi demain sera fait, ça c'est certain. Et donc voilà, je pense qu'on a aussi comme politique, tu me le confirmeras, de conserver des cash flows rassurants pour tout le monde et donc de ne pas acheter sur des taux de capitalisation qui ont baissé, tout simplement. Absolument. C'est-à-dire que non seulement on garde toujours du cash flow parce que c'est effectivement un ballon de sécurité, parce que tout peut arriver. Et c'est un marché qui est probablement un petit peu plus volatile, le marché américain, que les autres marchés. Mais aussi, on préfère être liquide quelques semaines ou quelques mois supplémentaires plutôt qu'acheter à tout prix. On reste toujours dans un cadre de prudence en matière d'acquisition. Et puis aussi, il faut le dire, en ce moment, on est contraint à être acheteur content sur ce marché pour avoir les meilleurs produits. Et ça aussi, c'est une manière de limiter le risque, clairement, parce que quand on a des cash flows qui baissent, peut-être dans un futur plus ou moins lointain, des cash flows qui baissent après remboursement d'emprunt, c'est sûr qu'on augmente le risque pris par la foncière. Absolument. On pourrait prendre le risque même d'acheter un petit peu plus cher pour acheter plus vite. Parce qu'on a quand même une fenêtre de 5 ans dans lequel, même s'il y a une certaine volatilité et le marché bouge un peu en papillon les 3-4 années qui viennent, on aura de toutes les façons le temps de se retourner. Mais oui, effectivement, on n'a pas de problème de financement, on n'a pas de problème de crédit à rembourser. On sait que de toutes les façons, sur 5 ans ou sur 7 ans, quoi qu'il arrive, si on reste prudent et réaliste, il n'y aura pas d'accident. Alors il y a une question sur laquelle je voudrais revenir et qu'on se pose souvent tous les deux, qui est autour du fait que la Floride connaisse une très très forte croissance démographique, avec effectivement des nouveaux habitants qui cherchent une meilleure qualité de vie, qui cherchent aussi à aller habiter dans un endroit où il fait bon vivre, et dans des types de logements, type appartements multifamily abordables, qui leur permettent de préserver une partie de leur pouvoir d'achat. Donc tout ça, ça paraît assez rationnel. Ma question est la suivante, est-ce que la Floride n'est pas finalement potentiellement en train de rattraper son retard par rapport à des États plus chers comme la Californie? Alors c'est ce que tout le monde pense. On pense que les prix en Floride ont toujours été trop bas. On pense que effectivement, avec cette vague migratoire des autres États, la Floride d'aujourd'hui, ce sera la Californie d'aujourd'hui dans quelques années. Là, on a eu, une requête de 15%, 17% d'un coup. On aura peut-être un petit plat, mais je pense que de toutes les façons, les prix continueront à monter ici en Floride, c'est certain. On reste réalistique, prudent, on fait attention parce qu'on est quand même en période de crise, en période de Covid, mais je pense effectivement que les prix continueront à monter durant les 5 années qui viennent. Alors je vois effectivement plusieurs facteurs en simultané, avec le retour de l'inflation, mais de manière générale, une économie qui se porte bien, avec une croissance américaine qui redémarre très fort, avec des investisseurs qui ont beaucoup de liquidités, avec finalement des allocations de capitaux qui ont changé naturellement. Quand il y a de l'inflation, les investisseurs ont plus tendance à faire de l'immobilier. Pendant le Covid, l'immobilier résidentiel performait relativement mieux que l'immobilier type commerce ou hôtellerie. Donc naturellement, on voit ces tendances-là qui viennent pousser le marché. Personnellement, je ne nous considère pas dans un contexte qui est d'abord similaire à la crise des subprimes, parce que les banques sont très peu exposées au risque immobilier, selon moi, aujourd'hui. Mais surtout, je ne nous vois pas forcément dans un scénario de bulle, pour revenir à ce qu'on disait il y a quelques secondes. Ouais, je pense que la configuration qu'on a aujourd'hui, on ne l'a jamais eue auparavant. Donc c'est très difficile d'aller rechercher dans l'histoire l'équivalent. On est effectivement dans une configuration qui est surprenante, mais si on compare par rapport aux autres États, il y a encore un gap d'augmentation et de plus-value potentielle qui est important, avec probablement des plats, peut-être une petite correction effectivement lorsque la Fed augmentera ses taux d'intérêt, mais je pense que de toutes les façons, ça ira sur le moyen terme à la hausse, c'est certain. Et puis une chose que j'aimerais souligner, c'est que tout ce parc immobilier qu'on a sous gestion, donc ce parc immobilier ancien, il coûterait extrêmement cher à reconstruire aujourd'hui avec les nouveaux coûts de construction, et ça aurait des répercussions très fortes sur les loyers qui seraient plus du tout abordables aussi d'ailleurs. Une forme de rareté qui s'est installée dans les actifs comme ceux qu'on détient via nos foncières notamment et via nos clients. Encore plus avec la montée des prix des matériaux de construction
ici aux États-Unis et partout dans le monde. On retrouve des 15, 17%, 18%, 20% de montée sur les prix des matériaux de construction ici. Ne serait-ce que les produits qui viennent de Chine, comme l'électroménager par exemple. Il y a une pénurie, donc les prix montent évidemment. Bon voilà, ça c'est un ensemble de paramètres qui fait que les prix sont encore à la hausse pour un certain temps entre guillemets, avec évidemment une certaine volatilité dans les années à venir. Alors je te propose, si tu veux bien, qu'on prenne un exemple concret, puisqu'on vient tout juste de terminer le 3e semestre de la foncière FI Capital 19, qui détient, pour ceux qui connaissent, un immeuble de 8 appartements à Pompano Beach avec une piscine. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des augmentations de loyer que tu as pu faire via ton équipe de gestion ces derniers mois, et puis de la revalorisation estimée du bien dans ce contexte de marché, puisque je crois qu'on a pu mettre en place la stratégie beaucoup plus vite qu'anticipé. Absolument. Alors c'est un exemple qui est très très intéressant parce que j'estime qu'on a réussi à aller chercher la plus-value sur cette multifamily que l'on pouvait attendre en 5 ou 7 ans, en une année et demie, dans la globalité. Ce marché a poussé cette multifamily vers le haut. Cette multifamily, je le rappelle pour ceux qui nous écoutent, a été achetée en pleine crise du Covid, un vendeur frileux et qui souhaitait s'en débarrasser. Donc on l'a acheté effectivement à un prix qui était sa valeur de l'époque, puisqu'il y avait une unité qui n'était pas louée, et des prix locatifs qui étaient en dessous du prix du marché. Donc avec toutes les augmentations de loyer qui ont pu être faites, les améliorations qu'on a pu apporter à cette multifamily, on a obtenu une augmentation de loyer très substantielle. Il y a des biens qui étaient loués 975 $, qui ont été reloués 1300 $ dernièrement. Donc on a entre 25 et 30% de plus-value de loyer, donc je dirais minimum 25 à 30% de plus-value sur la multifamily. Sans compter, je dirais, si je pourrais même rajouter un 10% de plus parce que le marché est très porteur pour vendre aujourd'hui. Sur cette foncière 19, je pourrais presque considérer que ce serait intéressant de la vendre parce qu'on aurait déjà gagné en 1 an et demi ce qu'on aurait peut-être gagné en 5 ans sur un marché normal. Et parce que concrètement, en termes de loyer, je crois qu'on avait 8 800 $ sur les 8 appartements au moment de l'acquisition. Et on a monté ça à près de 11 000 $, il me semble. Oui, si ma mémoire est bonne, on doit avoir 122 000 ou 123 000 de revenus annuels. Et on a dû l'acheter à 90 000 ou 95 000. Donc on a bien travaillé en matière d'optimisation sur cette multifamily. Mais c'est le marché qui nous a poussé vers le haut. Je veux dire, on a fait notre travail d'optimisation. Oui, ça nous a permis d'aller très vite. Absolument. Mais on l'a fait en 1 an et demi à la place de le faire en 5 ans. Donc on pourrait se poser la question en disant est-ce que ça vaut le coup de garder cette multifamily ou est-ce que ce ne serait pas le moment de s'en séparer pour faire une deuxième opération et puis pour donner le profit le moment venu aux investisseurs. C'est vrai que sur un immeuble qui a été acheté, certes très bien acheté, je me souviens très bien, parce que c'était au premier confinement, c'était en avril du premier confinement. On savait qu'il allait avoir des petits leviers psychologiques comme ça. C'est un immeuble qui a été très bien acheté, mais en 1 an et demi, qui a quasiment pris 30-35%, quoi. Absolument, absolument. D'ailleurs, en dehors de la valorisation due à l'augmentation des loyers, ceux qui font les estimations aux États-Unis, on les appelle les appraiseurs, lorsque le marché est plutôt à la hausse, ils n'hésitent pas à rajouter 5%, 10%, 12% sur la valeur d'un bien parce que le marché est à la hausse, ou à l'inverse, si le marché est à la baisse. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, en plus de la valorisation due à l'augmentation du loyer, la multifamily a déjà pris 10 ou 12% parce que le marché est très, très favorable à une mise en vente aujourd'hui. Ok, merci. Écoute, je te propose qu'on finisse sur une bonne nouvelle qui était même d'ailleurs plutôt inattendue. C'est celle autour du fait que les États-Unis rouvrent leurs frontières pour les voyageurs étrangers, sous certaines conditions bien sûr, notamment les voyageurs européens et français. Donc c'est une excellente nouvelle qui nous permettra de, après tout ce temps passé sans que nos investisseurs et les investisseurs qui prospectent sur la Floride ne puissent traverser l'Atlantique pour venir vraiment mieux comprendre où y mettre les pieds et mieux comprendre notre région et notre façon de faire de l'immobilier. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle que j'avais envie de courir avec toi et qui doit, à mon avis, te réjouir. Absolument. Alors j'ai déjà pas mal d'investisseurs qui ont déjà booké leur rendez-vous par exemple pour le mois de décembre et qui m'ont déjà demandé de faire le tour de leur investissement ou des multifamilies sur lesquels on a fait nos acquisitions cette année. Donc oui, je suis prêt, ça me fait plaisir de revoir les investisseurs, on est là pour les accueillir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'investisseurs français ici au bureau, donc avec plaisir.
Alors j'ai effectivement moi aussi reçu des appels d'investisseurs qui vont se déplacer aux États-Unis dès le mois de novembre. Donc effectivement, le bureau de Paris, il a ses limites. Naturellement, c'est pas la même chose. Les investisseurs et les gens qui prospectent sont pas en mesure de voir le terrain et de vraiment ressentir notre approche. Donc on est vraiment très heureux de pouvoir avoir ces investisseurs qui se déplacent de nouveau. Écoute, merci beaucoup Eric pour toutes ces précisions et puis je te souhaite une très belle soirée. Très belle soirée à toi et à très vite. J'espère que ce premier épisode de la saison 2 du débrief vous a plu. Si vous avez des questions ou réactions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et à très bientôt pour un prochain épisode.